Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est le singulier destin de Jean de Dunois, bâtard d'Orléans, compagnon de Jeanne d'Arc, que nous conte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. À travers ce destin passionnant, c'est l'époque de la guerre de 100 ans, évidemment, que nous allons revivre cet après-midi. Et nous aurons comme porte-bannière et comme héros d'armes le professeur Xavier Hélary, qui notamment a participé au dictionnaire Jeanne d'Arc chez Robert Laffont. Et nous allons donc nous promener, si je comprends bien, du côté d'Orléans. Oui, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Je crois savoir aussi que Lorena Martin va nous conduire à Meun-sur-Loire et à Beaugency d'ailleurs. Et puis, nous sommes vendredi, jour du coup de cœur, qui cette semaine est signé Clémentine Portier-Kaltenbach. À l'aube du XVe siècle, la guerre de 100 ans connaît une sorte d'accalmie, période de trêve où l'horizon paraît quasiment sans nuages. Le frère du roi Charles VI, Louis d'Orléans, nous avons déjà eu l'occasion ici de parler beaucoup de l'un et de l'autre. Louis d'Orléans mène une existence fastueuse. Il est un des hommes importants du royaume. Il a épousé une belle princesse cultivée et prise de beauté, Valentine Visconti, qui arrivait de sa péninsule italique. Magnifique couple de mécènes, influents. Ils ont 3 fils, Charles, Philippe et Jean. Et à cela, il faut ajouter à ces 3 premiers fils un 4e, un autre Jean, un enfant bâtard que le duc d'Orléans a eu avec l'une de ses maîtresses, Mariette d'Anguin. Le petit Jean, ce fils illégitime, qu'on va donc surnommer le bâtard d'Orléans, est élevé dans la famille légitime de son père. Il était élevé à côté de ses demi-frères. Valentine Visconti l'a pris sous son aile, presque comme s'il était son propre fils. Mais voilà, dans ce paysage presque idyllique, le tumulte de la guerre va bientôt reprendre de plus belle. Le roi Charles est devenu fou, rappelez-vous l'épisode de la forêt du Mans, 1392, il est inapte à gouverner, autour de lui on se dispute le pouvoir, les rivalités politiques, la haine grandissent entre Louis d'Orléans et son rival de la maison de Bourgogne, Jean sans peur, et soudain en 1407, Jean sans peur va faire assassiner Louis en pleine rue. On voit encore l'endroit où tout ça s'est passé, lorsqu'on se promène dans le Marais, à Paris. Valentine Visconti est complètement effondrée, son mari vient d'être assassiné. Louis laisse derrière lui 4 fils orphelins et sa veuve va faire venir ces 4 jeunes fils auprès d'elle. Ils devront, leur dit-elle, défendre la mémoire de leur père et obtenir coûte que coûte justice pour la maison d'Orléans. L'aîné, Charles, n'a que 13 ans, il hérite du titre de son père, il devient donc duc d'Orléans. Philippe et Jean ont respectivement 11 et 7 ans. Quant au petit dernier, le petit bâtard, l'autre Jean, lui, n'a que 6 ans. Or, Valentine pressent en lui une force absolument étonnante. Elle sentait pour Jean une grande affection, nous dit Gérard de Senneville, et voyait déjà en lui des qualités qui lui permettraient de dire qu'il n'y a aucun de ses enfants qui fût si bien taillé de venger la mort de son père. Le petit bâtard d'Orléans est à des lieues, vous imaginez ce gamin de 6 ans, il ne peut pas imaginer que c'est lui qui portera l'honneur de la maison d'Orléans, lui qui sera le mieux bâti pour le combat. C'est sur ses épaules d'enfant illégitime que reposeront les espoirs de sa maison. Or, tandis que la guerre contre l'Anglais reprend de plus belle, tout va vite. En 1412, le 3e fils d'Orléans, Jean, est livré en otage aux Anglais. Or, 3 ans plus tard, 1415, c'est d'Azincourt, vous savez, et c'est au tour de Charles, le fils aîné de la maison d'Orléans, de se faire capturer par l'ennemi. Il s'est engagé dans ce combat d'Azincourt et la bataille a complètement tourné au désastre pour les Français. Vous savez, c'est les archers du roi d'Angleterre, du roi Henri V, qui ont fait merveille sur le champ d'Agincourt, comme disent les Anglais. Personne n'imagine que la captivité de Charles va durer quelques 25 longues années. Le jeune bâtard d'Orléans, il a 13 ans, est à Paris avec son frère Philippe de Vertus, lorsqu'il apprend la catastrophe d'Azincourt et la capture de son frère aîné. Tout le monde est bouleversé par la nouvelle. On voit Jean se former au maniement des armes et les années passant, il va devenir un beau jeune homme bien bâti, élancé, jambes fines et musclées, nous dit la chronique. On dit qu'il ressemble en tout point à son père. Il manifeste une habileté extraordinaire au maniement des armes. Et là, nouveau rebondissement, en 1420, Philippe d'Orléans meurt prématurément. Il est atteint par une épidémie, comme il y en avait beaucoup à l'époque.
Sur son lit de mort, il fait venir son demi-frère. C'est à lui désormais qu'est confiée la maison d'Orléans, lui dit-il. C'est sur ses épaules que repose l'honneur de leur père assassiné. En signe de passation de pouvoir, Philippe, tout fébrile qu'il est, détache de son cou, en tremblant comme il peut, il détache un collier d'or et d'argent pour le passer au cou de son demi-frère. Et le jeune bâtard va prêter serment sur les évangiles, jurer de désormais protéger tous les vassaux et serviteurs du feu duc, de tout faire pour obtenir la libération de ses frères et de mettre son épée au service du dauphin Charles. Dès le mois d'octobre 1420, ce jeune homme de 17 ans se rend à Bourges pour se mettre au service du dauphin. Le dauphin qui lui réserve un très bon accueil, on lui offre la charge honorifique de chambellan et très vite le bâtard d'Orléans doit faire ses preuves sur le champ de bataille. Ses premiers faits d'armes sont à Baugé, à Montargis. Il se distingue par son courage, par une pugnacité que tout le monde remarque, une vaillance absolument remarquable. Et alors même que l'usage est d'attendre l'âge de 21 ans, eh bien le bâtard d'Orléans, tout de go à 19 ans, est fait chevalier à Blois dans le château des Orléans, vêtu tout de blanc. Il est adoubé par Tanguy du Châtel lui-même qui le frappe 2 fois du plat de son épée sur l'épaule. C'est un jour de réjouissance, bien sûr, jour de fête au château, je cite Gérard de Senneville. Désormais, le bâtard d'Orléans jouirait de toutes les prérogatives d'un chevalier, et notamment celle de porter sur sa cotte d'armes un blason qui l'identifie clairement. C'était les armes de France, d'azur à 3 lys d'or, mais l'embelle d'argent en chef désignait la branche cadette et surtout une barre signait la bâtardise. Seulement voilà, le royaume de France est de plus en plus menacé par les Anglais. Au printemps 1428, ces Anglais s'apprêtent à entrer sur les terres même de la maison d'Orléans. Ils sont alliés aux Bourguignons. Vous savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, tout le panorama de cette France au bord du gouffre au moment où va surgir Jeanne d'Arc. Le duc d'Orléans a demandé qu'on ne fasse point la guerre en ces terres ni à ses sujets vu qu'il est prisonnier et ne peut se défendre. Et oui, l'autre, le pauvre Charles, là-bas, il est dans les prisons anglaises. Il n'est pas écouté. Gigantesque armée anglaise qui maintenant se dirige tout droit vers Orléans. Et c'est le bâtard qui va devoir faire ses preuves. Ses demi-frères sont toujours prisonniers. C'est à lui qu'on confie l'impérieuse mission de défendre la ville, de repousser les Anglais. Est-ce que ce jeune fils illégitime de la maison d'Orléans va se montrer à la hauteur ? Vous vous doutez que si je pose la question, c'est que la réponse est déjà à moitié faite. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1, en plein cœur de la guerre de 100 ans, au cœur de l'histoire du comte de Dunois, qui ne prendra d'ailleurs ce titre que bien plus tard, on y reviendra. Pour l'instant, tout le monde le connaît sous le nom du bâtard d'Orléans. Alors, avant que l'on continue l'histoire de Jean de Dunois, pourquoi, un petit rappel historique, pourquoi les Anglais choisissent d'attaquer Orléans en 1428 ? Il faut revenir justement sur ce contexte dont on parle régulièrement. Les Anglais à ce moment-là sont alliés aux Bourguignons, ils tiennent un bon tiers du royaume de France. Le dauphin Charles, qui sera donc bientôt sacré à Reims, roi Charles VII. Charles s'est replié au sud de la Loire, il est à Bourges, on parle d'ailleurs du roi de Bourges, vous savez, c'est une appellation un peu ironique bien entendu, on le voit souvent à Chinon également. Or, le duc de Bedford, qui est régent de France pour le compte du jeune roi Henri VI, parce qu'Henri V, entre-temps, était mort, il était même mort avant notre roi Charles VI. Henri VI est un enfant, et le duc de Bedford est déterminé à en finir avec ce roi de Bourges. Il choisit, dans un premier temps, d'attaquer Orléans du fait de la position stratégique de la ville. Cette prise d'Orléans doit lui ouvrir la voie sur toutes les grandes places du sud de la Loire, et notamment vers Bourges. Orléans comporte un grand pont en pierre sur la Loire, qui fait un petit peu frontière avec le sud, si vous voulez. C'est un des rares ponts qui subsistent à l'époque sur la Loire. Et pour pouvoir prendre le roi, eh bien, les Anglais doivent d'abord prendre Orléans. Ils vont assiéger Orléans. Ils vont l'enserrer, devrait-on dire plus exactement. Ça n'est pas un siège en règle. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. En octobre 1428, l'assaut est donc donné par les Anglais. De l'autre côté de la Loire, le bâtard d'Orléans entre dans la ville accompagné de plusieurs capitaines réputés. Et cet encerclement
gouvernement d'Orléans par les Anglais va durer. Les Orléanais résistent, abrités derrière leurs fortifications. Le bâtard ne parvient cependant pas à obtenir un avantage décisif sur l'ennemi et la situation s'installe. Et cette espèce de situation de guerre larvée s'enquiste, si vous voulez. Les mois passent. Au début de février 1429, le bâtard d'Orléans apprend qu'un convoi de 300 chariots de harengs est en route depuis Paris vers Orléans pour ravitailler les Anglais. Et là, l'idée lui vient d'intercepter ses vivres pour affamer l'ennemi. Mais au moment où il s'apprête avec son armée à passer à l'acte, les Français sont attaqués par surprise. Le bâtard est blessé au pied par une flèche. 2 de ses archers le tirent hors du champ de bataille. On l'emmène comme ça sur un cheval. 400 Français gisent au milieu de poissons répandus sur le sol. Les Anglais baptiseront cette journée, qui pourrait être une journée victorieuse, la journée des harengs. C'est un coup très dur, ça, pour le moral des Orléanais en général et du bâtard d'Orléans en particulier. Il est complètement démoralisé. C'est une défaite qui aurait pour lui dû être une victoire. C'est humiliant, cette affaire. Et à Orléans, on est prêt à baisser les bras, tandis que les Anglais resserrent encore un peu leur étreinte dans un climat extrêmement tendu. Et c'est à ce moment-là que des rumeurs se mettent à circuler. Ces rumeurs, on va les entretenir, inutile de vous dire, on va essayer d'en tirer tout le parti possible. On dit qu'une jeune fille, une pucelle, du latin puella, une jeune fille, se serait rendue auprès de Charles, auprès du dauphin Charles, du roi Charles VII, si vous voulez, pour lui proposer ses services. Le dauphin lui aurait donné une armure, une bannière, aurait décidé de l'envoyer à Orléans secourir la ville. Et ça, c'est une nouvelle qui est affichée partout dans Orléans, va redonner aux habitants un peu de morale, un peu d'allant. Et tandis que le convoi de Jeanne approche de la ville, le bâtard d'Orléans s'en va à sa rencontre. Je cite de nouveau Gérard de Senneville. « Êtes-vous le bâtard d'Orléans ?» lui demanda la jeune fille. Il répondit « Oui, je le suis et je me réjouis de votre arrivée. » Alors Jeanne lui dit « Est-ce que vous avez donné le conseil que je vienne ici de ce côté du fleuve et que je n'aille pas tout droit là où sont Talbot et les Anglais ?» Le bâtard répondit qu'il avait pris ce parti car il lui semblait le meilleur et le plus sûr. Jeanne répliqua « Le conseil du Seigneur notre Dieu est plus sage et plus sûr que le vôtre. Vous avez cru me tromper, car je vous apporte meilleur secours qu'il ne vous est venu d'aucun soldat et d'aucune cité. C'est le secours du roi des cieux. » Et au moment où elle prononçait ces paroles, nous dit Gérard de Senneville, le vent se leva et les navires purent arriver. Ah oui, là on entre dans la grande geste. Le 29 avril, à la nuit tombée, on voit Jeanne entrer dans la ville à la lueur de torches, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc, faisant porter devant elle son étendard. À sa gauche, le bâtard chevauche, armé, monté très richement, et la foule est soudain transportée de joie qui reprend espoir. Dès le lendemain, avec l'appui de Jeanne, le bâtard d'Orléans va lancer contre les Anglais une attaque au sud de la Loire. Les combats font rage, c'est un véritable carnage. Jeanne fut blessée par une flèche entre le cou et l'épaule, nous dit Gérard de Senneville. La courageuse jeune fille se soigna elle-même avec du lard. Au moment où Jean d'Orléans allait donner l'ordre de cesser l'assaut et de se replier, la pucelle lui demanda de continuer et après s'être retirée un quart d'heure dans une vigne pour prier, elle reparut dans la bataille et, son étendard à la main, se plaça sur le rebord du fossé. En la voyant, les Anglais furent terrifiés et les Français galvanisés. Ce fut le signal de l'assaut final. Une grande partie des défenseurs anglais périt noyés en tentant de s'enfuir. En 10 jours, la situation s'était renversée. Orléans était en fête. Dès le lendemain, les Anglais font demi-tour, le siège, si l'on peut dire, est levé, et après la délivrance d'Orléans, Jeanne et le bâtard conduisent ensemble le roi à Reims pour qu'il soit sacré. Ça aura lieu le 17 juillet 1429, ce sacre de Reims. Jean de Dunois est là, derrière le roi. Il représente évidemment ses frères en captivité, notamment le chef de la maison, le duc d'Orléans. C'est un avènement, oui, incontestablement, et un événement considérable. Ce retournement de situation est extraordinaire, qui est le point de départ d'un véritable redressement, d'une reconquête de la part du roi de France. Pour le bâtard d'Orléans, ce n'est que le début des succès. Ses plus grands faits d'armes, évidemment, restent à venir. Il s'apprête à devenir non seulement un grand guerrier, mais un véritable homme d'État. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
Nous sommes cet après-midi au cœur de la guerre de 100 ans, au cœur de l'histoire de Jean de Dunois. Alors après cette victoire des Français à Orléans face aux Anglais, victoire avec Jeanne d'Arc, ce n'est que le début des succès pour Jean de Dunois. Oui, et une conférence de paix va bientôt pouvoir se tenir avec les Anglais. C'était d'ailleurs la volonté de Yolande d'Aragon, qui était au sein du Conseil favorable à une reprise du dialogue. Nous sommes en 1439, donc en 1439, oui, donc 10 ans après les événements dont nous parlions tout à l'heure. Pour l'occasion, le duc d'Orléans est autorisé à sortir temporairement de sa prison, et ça fait donc, c'est la première fois depuis 24 ans que ça va pouvoir avoir lieu. Il revoit son demi-frère, le bâtard d'Orléans. C'est à peine s'il reconnaît celui qui est devenu un véritable héros militaire au service du roi de France. Vous imaginez cette transfiguration ? Je cite encore Gérard de Senneville. « Ils s'étreignent longuement, on imagine leur joie, leur émotion, mais quel changement chez l'un et l'autre. En 1415, le bâtard avait vu son frère aîné partir à la guerre. C'était alors un beau chevalier âgé de 21 ans. Il retrouvait un homme usé, aux cheveux gris, dont le visage et le corps étaient marqués par sa longue détention. Charles, lui, avait quitté un frêle adolescent âgé de 12 ans. Il retrouvait un magnifique guerrier beau de grande allure dans toute la force de ses 36 ans. La transformation du bâtard était également morale. Charles avait devant lui le vainqueur de Montargis, d'Orléans, de Chartres et de Montreux, le grand chambellan du roi, un homme qui jouait désormais un rôle de premier plan dans le royaume. Et Charles fait part à son demi-frère de son immense reconnaissance pour tout ce qu'il a pu faire, pour avoir tenu cette maison d'Orléans pendant sa captivité, s'être illustré dans tous ses combats. Et pour le remercier, il lui fait don du comté de Dunois. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir donc parler du comte de Dunois. Le bâtard d'Orléans est désormais Jean de Dunois. C'est le nom avec lequel il entrera dans l'histoire. L'année suivante, 1440 donc, le nouveau comte de Dunois parvient à obtenir la libération de son frère. Le duc d'Orléans est de retour en France. À Orléans, il faut imaginer les réjouissances pour le retour du duc. Repas fastueux, bien entendu, offerts à la population pour célébrer le retour de Charles. Banquets, fontaines de vin dans les rues, tableaux vivants, mystères aux portes des églises. Mais si le duc d'Orléans est de retour, en vérité, disons les choses, de facto, dans l'esprit de tous, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien le bâtard qui est devenu le chef de la maison. C'est lui qui mène les affaires. Le roi Charles VII lui fait, il est vrai, une confiance aveugle. Il est non seulement conscient des immenses qualités militaires de cet homme-là, mais aussi de sa sagesse, de son don pour la diplomatie. Le roi Charles sait qu'il peut entièrement se reposer sur Dunois. Le duc Charles en sait autant de son côté. Charles VII charge Dunois de libérer la Normandie du joug anglais. On est là en 1450, vous connaissez cet immense succès. Il va lui confier des missions diplomatiques de la plus haute importance et Dunois parvient à négocier une prolongation de la trêve avec les Anglais. Il libère la ville du Mans. Dunois ne terrorisait pas l'adversaire, il s'en faisait respecter, nous dit Senneville. Celui qui ne possédait rien au départ est désormais propriétaire de domaines immenses. Il a hérité de Louis d'Orléans, de son père, et peut-être de sa mère adoptive, Valentine Visconti, le goût du luxe, des arts. Il est marié à Marie d'Harcourt. Il va couler des jours assez paisibles. Il ne mourra qu'à 65 ans, en 1468. Jean de Dunois est devenu un des grands plus important personnage du siècle. Son influence sur le roi est considérable. Bien que la barre de la bâtardise continuât de figurer à son blason, il était traité comme les princes du sang, nous dit Senneville. Avec Marie, ils auront 4 enfants. Le bâtard d'Orléans a eu également un 5e enfant avec une maîtresse, un petit Louis. Un bâtard de bâtard, donc, si vous voulez, mais que son épouse Marie va élever exactement comme son propre enfant. Ça nous rappelle la façon dont avait procédé Valentine Visconti avec celui qui, toute sa vie, aura néanmoins, et malgré toutes les gloires qui s'attachent à son nom, été le bâtard d'Orléans.
Bonjour Xavier Hélary. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un bâtard, à l'époque, ça n'avait pas tout à fait le sens que ça a pu prendre par la suite. On n'attachait pas à cette dimension-là autant d'opprobre et de gêne que ça a pu être le cas au XVIIIe ou au XIXe siècle. Il y a à la fois les deux dimensions quand même. Il y a à la fois une dimension assez péjorative et puis une dimension quand même normale. Dunois était appelé le bâtard d'Orléans. Et Philippe le Bon, qui était duc de Bourgogne, qui avait 27 bâtards répertoriés, garçons et filles, et notamment son principal bâtard qui était connu comme le grand bâtard de Bourgogne. Donc c'était quelque chose d'assez valorisé finalement. Ce qu'on appelle la barre de bâtardise, c'est une espèce de grand trait rouge qui barre de part en part le blason de la personne en question. Voilà, qui rend évidente en fait la filiation naturelle et non légitime de la personne qui porte ces armes. Cette distinction entre fils légitime et fils naturel était très clairement établie, très nette au Moyen-Âge, au moment de la guerre de Cent Ans. À la fois, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire qu'à la fois Dunois a été élevé avec ses frères légitimes et puis en même temps il n'avait pas part à la succession. Et c'est ça. Si ses 3 frères étaient morts avant lui, il n'aurait pas succédé, il ne serait pas devenu duc d'Orléans. Oui. Il a néanmoins bénéficié, peut-on dire, de la captivité de Jean et Charles d'Orléans. Charles d'Orléans est le chef de la maison, il est le duc d'Orléans en titre, mais puisqu'il est coincé à Londres, si je puis dire, puisqu'il est en captivité, c'est le demi-frère qui va faire tout le travail. Oui, exactement. C'est vrai qu'il a sûrement profité en un sens de la captivité de ses 2 frères et la mort prématurée de son 3e frère. Mais en même temps, il avait des qualités quand même particulières qui doivent expliquer qu'il se soit imposé comme homme de guerre, comme diplomate, comme serviteur du roi. Alors nous allons revenir bien sûr dans le détail maintenant sur ces fameuses qualités. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du compagnon de Jeanne d'Arc, Dunois, l'allié de Jeanne d'Arc. Et nous allons aller plus loin dans cette histoire cet après-midi avec votre invité, Franck. Vous recevez Xavier Hélary. Il est professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin Lyon 3 et il a participé avec Philippe Contamine et Olivier Bouzy au livre Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire paru chez Robert Laffont. Alors Xavier Hélary, il faut peut-être revenir sur cette idée de compagnon de Jeanne d'Arc, justement. On dit la même chose du très célèbre Gilles de Rais et de La Hire et de Zintraille, etc. Il n'est pas tout à fait sur le même plan, le bâtard d'Orléans, puisqu'elle vient au-devant de lui, Jeanne, avec son os de France. Oui, c'est-à-dire que lui était déjà dans Orléans, en fait, donc il assurait déjà la défense. Mais ce qu'on peut noter quand même à propos de tous ces compagnons de Jeanne d'Arc, c'est que s'ils sont aussi nombreux, c'est en raison de la structuration de l'armée de Charles VII à ce moment-là. Bien le dire, ça, oui. Puisqu'il y a plusieurs capitaines et il n'y a pas vraiment un seul chef, en fait. Et donc tous ces noms que vous avez cités, La Hire, Xaintrailles, Gilles de Rais et Dunois, sont parmi ces capitaines de l'armée de Charles VII, mais qui finalement n'ont pas un commandement unifié. Et c'est peut-être parce qu'aucun n'était capable de s'imposer définitivement qu'il était nécessaire de leur trouver un capitaine, et alors en l'occurrence le plus impartial possible, puisque c'était une jeune femme qui plus est envoyée par Dieu. Idéal comme situation. Oui, mais on imagine à quel point ça a dû être difficile pour Jeanne d'Arc de s'imposer à ces hommes d'armes qui étaient des rudes gaillards quand même malgré tout. Et donc elle a réussi à leur... on voit bien dans le passage que vous avez cité tout à l'heure, comment elle rabroue le bâtard d'Orléans d'avoir donné un mauvais conseil. Alors ce bâtard d'Orléans a su très tôt comprendre le parti qu'il pouvait tirer de l'annonce qui avait été faite et qui ne faisait d'ailleurs que relayer un certain nombre de prophéties sur l'arrivée de cette jeune fille venant des marches de Lorraine et qui sauverait le royaume, etc. Il a fait publier des bans dans Orléans avant même qu'elle n'entre. C'est quelque chose de tout à fait fascinant dans l'aventure de Jeanne d'Arc, c'est que finalement, dès le moment où elle arrive à Chinon, presque tout le royaume, puis très rapidement, en quelques semaines, toute l'Europe est au courant. En fait, c'est quelque chose de tout à fait fascinant qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. C'est-à-dire que la nouvelle s'est répandue. Il faut imaginer que les nouvelles n'allaient pas si vite, mais enfin, en quelques semaines, toute l'Europe est au courant, et notamment à Orléans. Et c'est vrai, la résistance des Orléanais, qui était vraiment flageolante à ce moment-là, va être galvanisée. Il va lui prêter main forte, notre Jean, là, quand même. Il joue un rôle très important. Est-ce qu'on peut dire qu'il est parmi les capitaines de cette immense armée, justement, est-ce qu'on peut dire qu'il est le favori pour Jeanne d'Arc, celui avec lequel elle préfère travailler? Non, c'est peut-être plutôt le duc d'Alençon, parce qu'elle l'appelait mon beau duc. Mon beau duc, c'était le duc d'Alençon, et donc elle était très liée à lui, ou assez liée, en tout cas, au duc d'Alençon. Mais elle semble avoir été assez proche de Dunois, avoir eu confiance en lui, malgré tout. Oui.
Et d'ailleurs, les deux, le duc d'Alençon et Dunois, seront appelés à témoigner en 1456 dans le cadre de la procédure d'annulation de la condamnation de Jeanne d'Arc. Ce qu'on appelle ordinairement le procès en réhabilitation. Voilà, ils en sont des acteurs importants. En fait, oui, ils sont des témoins, puis vu leur prestige, leur lien avec la couronne, ils sont évidemment, le roi Charles VII n'ayant pas été appelé à témoigner, ce sont les personnages les plus importants. Était-il un si grand capitaine que ça, Dunois ? Alors c'est un capitaine du XVe siècle, c'est-à-dire c'est un capitaine plutôt d'escarmouche, de coups de main, surtout dans la première partie de sa vie. Et c'est simplement à la fin de sa vie, à la fin de la guerre de 100 ans, dans les années 1450, qu'il va avoir à conduire de grandes opérations. Mais malgré tout, ça n'a jamais été un très grand stratège, un très grand tacticien. Ça a toujours été un peu un second rôle, malgré tout. Oui, vous allez vous faire des amis en disant ça, parce que c'est la vérité. Je crois que les réseaux sociaux sont pleins d'amis du comte de Dunois. Il y a énormément de messages aujourd'hui, notamment Emmanuel qui dit « Merci Franck d'exaucer un de mes deux rêves, celui d'un sujet dédié à Dunois les belles jambes ». Aussi connu sous le nom de Jean le Bâtard d'Orléans. Je suis sûre que vous n'omettrez pas de parler de la vision prophétique de Valentine de Visconti, sa belle-mère, et d'évoquer l'exploit d'avoir été le grand chambellan d'hommes aussi ennemis que Charles VII et Louis XI. Un mot justement de Valentine Visconti, qui a été sa belle-mère, mais qui l'a élevé en vérité, quasiment comme s'il était son fils. Oui, c'est très très curieux, parce que c'est vrai qu'on imagine pas ça forcément aujourd'hui, mais enfin c'est vrai que Valentine Visconti a fait preuve d'une certaine largeur d'esprit en accueillant finalement le fils naturel de son mari. Alors la mort du duc d'Orléans en 1407 a été le drame de la jeunesse du petit bâtard, bien sûr. Il perd son père dans les conditions les pires qui puissent exister. Et puis très tôt, dans la foulée, l'un de ses frères est envoyé, nous l'avons dit, comme otage, puis un autre est fait prisonnier à la terrible bataille d'Azincourt. Quelle jeunesse compliquée quand même. Oui, mais c'était la jeunesse de cette époque-là. Si on prend le cas de Charles VII, par exemple, il a vu au moins deux de ses frères devenir dauphins avant lui, et c'était le troisième dauphin, et il est finalement un des seuls fils survivants, un des seuls enfants survivants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et Charles VII a été renié par ses parents, donc c'est encore pire. Qui a formé Jean Bâtard d'Orléans ? Qui a été son maître dans les armes notamment ? Alors à ma connaissance, on ne sait pas exactement qui a été si important dans sa formation. Il a dû être formé d'une façon ou d'une autre comme un jeune noble de cette époque-là, une époque très troublée en fait. Oui. Il va devenir donc un guerrier, vous nous l'avez dit, vous dites un guerrier d'escarmouche, mais un homme d'une grande énergie en tout cas. Il est capable de galvaniser des troupes. Oui, c'est un homme de guerre, ça c'est sûr qu'il a passé une grande partie de son temps dans des expéditions. C'est pas le seul aspect qu'il est mis en avant, parce que c'est aussi un diplomate. Alors voilà, c'est le deuxième aspect, c'est que cet homme-là, et je lisais tout à l'heure l'extrait de l'ouvrage de Gérard de Senneville sur les frères d'Orléans, justement, sur tous ses frères, et où il nous montre qu'en vérité, Jean de Dunois, au-delà du champ de bataille, est peut-être d'abord et avant tout un politique. C'est un diplomate, c'est un homme capable de mener une mission que lui confie le roi. Oui, et c'est surtout, finalement, c'est le point commun à toutes ces activités, c'est que ça a été un grand serviteur du roi. Ça a été un grand serviteur de Charles VII, puis de Louis XI, surtout sans doute de Charles VII. Il s'entendait mieux avec Charles VII qu'avec Louis XI. Mais finalement, on lui faisait les missions qu'on lui donnait, en fait. Il fallait faire la guerre, il fallait négocier une trêve ou une reddition, comme à Rouen en 1449. Eh bien, Jean de Dunois était là. Alors, nous allons parler de cette fin de reconquête, qui est en même temps la fin de la guerre de 100 ans, à partir de Formigny 1450 jusqu'à Castillon 1453. Tout ça, c'est la fin de la guerre de 100 ans. Avant cela, peut-on dire de Dunois qu'il a souffert de la captivité et de l'exécution de Jeanne d'Arc ? Est-ce qu'on sait comment il a réagi à la capture de celle qui avait été son guide, si je puis dire, sur le champ de bataille? Non, on n'a pas de témoignage, on n'a pas d'informations sur ce point-là. Il a dû en être attristé, mais il faut bien se souvenir qu'en 1430, quand Jeanne d'Arc est faite prisonnière, elle commence à devenir un petit peu gênante pour le roi et pour son entourage le plus proche, dont Dunois fait partie. Donc finalement, c'était presque un mal nécessaire que Jeanne d'Arc soit capturée. Alors nous allons venir dans un instant sur une autre dimension des nombreux talents de Jean de Dunois, c'est celle du mécénat. C'était un homme de culture, incontestablement, et c'est peut-être par cela même qu'il est censé rester aujourd'hui. Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Alors cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Jean de Dunois, l'allié de Jeanne d'Arc, ce grand chef militaire, mais qui était aussi un homme de culture. Et nous en parlons maintenant avec votre invité, Franck-Xavier Hélary, professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Et l'on conserve encore l'inventaire de sa librairie, c'est-à-dire de sa bibliothèque. Qui nous montre un homme de raffinement et de culture, tout à fait dans l'esprit des Orléans. Oui, des Orléans qui sont une branche des Valois. Donc les Valois sont les grands mécènes en fait. Il faut penser au duc de Berry par exemple, à ce magnifique manuscrit très riche d'heures du duc de Berry. Et c'est vrai que pour Dunois, on a conservé l'inventaire de sa bibliothèque. Il y a pas mal de traités politiques, il y a pas mal il y a une encyclopédie, il y a aussi des livres d'histoire, mais est conservé aussi un très beau petit livre d'heures qui a été enluminé par celui qu'on appelle le maître de Bedford et qui est malheureusement conservé aujourd'hui à Londres, mais qu'on peut quand même consulter, voir sur Internet. Donc on peut regarder ce beau manuscrit qui est un des exemples du mécénat de Jean de Dunois. Et on a des écrits ou des lettres au moins dictées par oui, il y a Dunois, pas mal de lettres qui sont peut-être même autographes de sa part. Ah oui. Donc c'était un homme assez complet, il avait reçu une formation assez complète, oui, parce que comme les princes de son temps. C'est le chevalier par excellence, c'est un homme qui a fait ses preuves sur le champ de bataille, qui s'est montré grand lettré, vous nous le dites, qui était un diplomate, j'ai dit tout à l'heure un homme d'État, c'est peut-être aller un petit peu loin, mais il a été un conseiller écouté de Charles VII et accessoirement de Louis XI. Oui, un serviteur de l'État, surtout. Avant tout un serviteur de l'État. Finalement, du fait qu'il était bâtard, il n'a pas tellement cherché à se mettre en avant, en fait. Sa qualité de bâtard faisait qu'il était obligé de rester un petit peu dans l'ombre, malgré tout. Et de rester, contrairement aux princes, comme les ducs de Bourgogne, qui ont vraiment essayé de prendre toute la lumière, bien Dunois devait rester quand même un petit peu discret. Ses relations avec Louis XI, nous disiez-vous, étaient un peu moins brillantes que celles qu'il avait pu avoir avec son père. Il faut dire que Louis XI était un personnage tellement compliqué, tellement complexe et tellement difficile et paranoïaque que c'était malgré tout assez compliqué de s'entendre avec lui. Mais il a fait ce qu'il a pu malgré tout. Et c'est Louis XI a assisté à ses funérailles en 1468. Donc il y a quand même il s'est quand même bien entendu avec Louis XI, bien que Dunois ait participé avec beaucoup d'autres à ce qu'on appelle la Ligue du bien public en 1465, qui est une révolte menée par les princes contre l'autoritarisme de Louis XI. Et Louis XI ne lui en tient pas, en tout cas officiellement, grief et rigueur, puisqu'il vient assister à ses funérailles. Ces funérailles sont l'ultime degré, l'ultime étape de sa reconnaissance publique. Encore une fois, un petit coin enfoncé dans le blason de la bâtardise. Oui, alors ce qui est frappant quand même dans le cas de Dunois, c'est qu'il aurait pu être légitimé. On aurait pu laver sa macule de bâtard, mais le pape l'a accordé en 1432, mais Charles VII n'a jamais voulu entériner cette légitimation. Donc là, il y a un petit mystère quand même. Pourquoi Dunois n'a-t-il pas été légitimé? Il l'a été par le pape, qui avait l'autorité de le faire, mais pas par le roi de France. Oui, mais est-ce que le roi, Charles, ayant lui-même été suspecté d'illégitimité, ne serait-ce que parce que sa mère, dans les propos même du traité de 1420, le fameux honteux traité de Troyes, nous dit que son fils n'est pas légitime? Est-ce qu'il n'y avait pas une ombre de bâtardise qui planait sur Charles VII et qui faisait que lui-même, sur ce sujet-là, était particulièrement regardant, peut-être? Oui, c'est pas si sûr. Et dans le traité de Troyes, en fait, Isabeau de Bavière ne dit pas ça quand même. C'est juste que à cause de ses très grands crimes, le dauphin Charles est exclu de la couronne. Elle dit prétendu dauphin quand même. Oui, prétendu parce que c'était le titre qu'il prenait, donc il se disait dauphin, mais il avait été déchu par le traité de Troyes. Mais en fait, c'est vrai que Charles VII a beaucoup douté de sa légitimité, et celle qui l'a convaincu de sa légitimité, c'est Jeanne d'Arc. On y revient. De quoi est mort le bâtard d'Orléans? Alors, il aurait pu mourir sur un champ de bataille, mais ça n'a pas été le cas. Non, c'est vrai. Il est mort d'un refroidissement, en fait, c'est ça? Oui, il est mort on peut dire de sa belle mort. Parce que à 63 ou 65 ans, il a été quand même. Il avait déjà une bonne longévité pour l'époque. Oui. Et il a eu des descendants, disons-le. Oui, il a eu des descendants qui ont formé une des branches importantes dont le comté de Dunois a été érigé en duché en 1525 par François Ier. La reconquête du territoire par Charles VII et par ceux qui l'ont accompagné, dont Jean de Dunois, qui était au premier chef, si je puis dire, au premier rang des combattants. Cette reconquête, elle est presque totale à la fin du règne de Charles VII. À la fin, il reste juste Calais. Calais qui restera pendant un siècle encore, jusqu'en 1558, une place forte anglaise, un port anglais auquel les Anglais tenaient évidemment beaucoup. Charles
a délégué pas mal de ses pouvoirs à Jean à ce moment-là. Il y a eu quand même, une véritable, dans les derniers temps de la guerre de 100 ans, on peut dire que le comte de Dunois est devenu quasiment le général en chef des armées françaises. Oui, tout à fait, avec le titre notamment pour la reconquête de la Normandie en 1449-1450, il a le titre de lieutenant général, c'est-à-dire celui qui tient le lieu du roi. Donc vraiment l'alter ego du roi en quelque sorte. Donc un titre effectivement très important qui montre bien la qualité et la confiance que Charles VII lui accordait. Un roi, à la mort tout à fait accidentelle de Charles VIII, un Orléans va monter sur le trône de France, le roi Louis XII. Qu'était-il, Louis XII, par rapport à Jean de Dunois ? C'est le fils très 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 tardif de Charles d'Orléans, c'est ça. le neveu de Dunois en fait. Donc, un neveu inespéré qui est arrivé au dernier moment, d'une certaine façon. C'est assez mystérieux quand même, presque. Alors évidemment, Dunois, lui, n'aura pas eu, loin de là, le loisir de voir son neveu accéder au trône, puisque c'est près de 3 décennies après sa mort, quand même. C'est ça, 1498. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de ce personnage, de cette figure. Comment expliquez-vous aujourd'hui, Xavier Larry, que Jean de Dunois, donc devenu comte de Dunois sur le tard, on l'a compris, mais qu'on a pris l'habitude d'appeler Dunois, quoi qu'il arrive, même lorsqu'on évoque sa participation aux batailles menées par Jeanne d'Arc, comment expliquez-vous qu'il ait une telle popularité aujourd'hui encore, que nos auditeurs sur les réseaux sociaux se répandent en applaudissements et en viva dès qu'on prononce son nom ? Oui, c'est un petit peu mystérieux. Peut-être que c'est lié il y a peut-être un souvenir un peu local à Châteaudun et dans la région. Et il y a aussi le souvenir qui s'est attaché à lui du fait que c'était un grand serviteur de l'État, que sans doute les écoliers de la Troisième République le connaissaient assez bien, dans son lien surtout avec Jeanne d'Arc. Clémentine Portier-Kaltenbach nous a rejoint. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck. C'est beau Châteaudun. Oh, c'est vraiment un endroit merveilleux. Je crois que c'est le plus grand donjon de France, le donjon de Châteaudun, est lié à cette personnalité de Dunois. Vous demandiez pourquoi on l'aime tant, parce que il est l'image du chevalier, de la loyauté et de la droiture. En plus, il était plutôt bel homme. Et puis, il se rebelle en somme contre son sort de bâtard en honorant cette famille d'Orléans qui l'a accueilli en son sein. Moi, je l'idéalise probablement totalement, mais c'est vraiment un de mes chouchous. Possède cette espèce de dentelle de pierre, il faut dire, c'est assez spectaculaire. C'est très beau, et alors là, j'invite nos auditeurs. Le château de Châteaudun n'est pas mon coup de cœur du jour. Car il va venir. C'est un autre serviteur de l'État que je m'apprête à évoquer, mais lorsqu'on habite la région parisienne en particulier, il faut aller voir ce château de Châteaudun. Il est magnifique. Merci beaucoup, Xavier Larry. Vous avez participé, nous l'avons dit, avec Philippe Contamine, Olivier Bouzy, à Jeanne d'Arc, Histoire et Dictionnaire, donc dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Vous êtes en train d'écrire en ce moment ? Oui, j'ai préparé un petit livre sur les Templiers. Eh bien, vous viendrez nous parler des Templiers un de ces jours. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et à quelques heures du week-end, c'est le moment de prendre des notes pour aller se balader tout près d'Orléans grâce à Lorena Martin. Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Vous nous emmenez à Beaugency. Bonjour Lorena. Oui, bonjour Franck. Beaugency qui se situe à une trentaine de kilomètres d'Orléans. Et ce château de Beaugency était l'une des demeures aussi de Jean de Dunois. Outre le château de Châteaudun, ce château a été la propriété des seigneurs de Beaugency, de la couronne de France, puis des ducs d'Orléans au XIVe siècle. Ça se visite ? Et ils en resteront propriétaires jusqu'à la Révolution française. Oui, il se visite. Alors, il est fermé actuellement et rouvrira bien sûr pour la belle saison à partir du samedi 17 février 2018. On peut y voir notamment ce donjon haut de 36 mètres. Et Louis XI, Jeanne d'Arc et François Ier y ont séjourné. Et en face du château, il y a l'abbaye de Beaugency. Et en face, exactement, l'abbaye qui date de la fin du XIe siècle, remaniée au XVIIe. Elle se situe sur les rives de la Loire. Elle a été classée à l'inventaire des monuments historiques dans son intégralité. Elle conserve encore son chevet, le portail d'entrée, les chapiteaux sculptés. Ça a été un haut lieu historique puisqu'on se souvient que c'est là qu'Aliénor d'Aquitaine a fait annuler son mariage avec Louis VII dans cette abbaye afin d'épouser le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet. On peut résider sur leurs traces à tous, oui. Alors, on peut dormir dans cette abbaye puisque cette abbaye est devenue un hôtel depuis 1930, depuis le départ des chanoines. Et les chambres sont assez sobres pour conserver cet esprit monacal. Et elles donnent toutes sur le fleuve, sur le pont de Beaugency, où c'est le hauteur de la ville. C'est assez joli. Alors, à propos de beaux hôtels, vous nous emmenez un petit peu plus loin, à 10 minutes en voiture de Beaugency. Oui, nous avons pris la direction de Mans-sur-Loire. À Mans-sur-Loire, à 10 minutes en voiture de Beaugency. C'est le Relais Louis XI, hôtel-restaurant, qui est le deuxième
deuxième et unique hôtel face à la Loire de la région avec l'abbaye de Beaugency dont je viens de vous parler. Et on raconte que le roi Jean le Bon y aurait dormi lors de son trajet jusqu'à Poitiers. C'est là encore que les Anglais ont eu la route coupée par Jeanne d'Arc, qui a occupé cette auberge avec ses troupes au début du XVe siècle. Louis XI, aussi en fin de règne, y a créé son écurie personnelle, ainsi qu'une dépendance pour y héberger maréchaux, chevaux, écuyers. C'est un haut lieu de l'histoire, en fait, cet hôtel Louis XI aussi. passait beaucoup de temps ici. Il était tout le temps fourré à Cléry-Saint-André, Exactement. où il sera inhumé. Totalement, puisqu'il appréciait beaucoup cette basilique de Cléry-Saint-André. Et sous Henri IV, ce bâtiment est devenu aussi un relais avant de devenir aujourd'hui un hôtel. Et la plupart des chambres ont une fois de plus une vue imprenable sur la Loire. Merveilleux paysage ligérien avec ces bancs de Magnifique. sable qui viennent animer littéralement et donner un côté nacré comme ça au lointain sur la Loire. Merci beaucoup Lorena Martin. Dans un instant, Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait vibrer, mais alors sur toute autre chose. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui, Clémentine ? Bien, je le disais à l'instant, d'un autre grand serviteur de l'État, assez peu connu, et c'est tout à fait injuste, qui est le duc de Lesdiguières, François de Bonne. Et le département de l'Isère lui consacre son année 2018 à ce grand seigneur, compagnon d'Henri IV. Pour les Dauphinois, c'est vraiment une personnalité capitale, le duc de Lesdiguières. Il appartenait à la plus influente famille aristocratique dauphinoise du XVIIe. Alors évidemment, vu de Paris, on sait un petit peu moins qui c'est. On sait simplement qu'il y a un des petits guichets du Louvre, là, sous la grande galerie qui s'appelle le pavillon Lesdiguières. Le second se nommant la Trémouille, pour ne pas dire la Trémoille. Et ce François de Bonne, donc qui était-il ? Eh bien, il est né à Saint-Bonnet en 1543. Il meurt à Valence en 1626, il est donc mort à 83 ans et 2 ans auparavant, il était encore en train de se battre en Italie, c'est dire le rude gaillard qu'était cet homme. Il a bien connu Henri IV qu'il fréquente au collège de Navarre à Paris, même si Henri IV a 9 ans de moins que lui. Ils étaient protestants tous les deux à Il l'époque. était protestant comme lui, donc il va se mettre au service du lieutenant général du roi en Dauphiné, et puis il sera le chef des protestants en Dauphiné. Il participe à de nombreuses batailles, la bataille de Gap, il prend Grenoble en 1590, ce qui fait qu'il en devient le gouverneur. Henri IV l'aimait beaucoup, l'estimait et disait de lui qu'il était rusé comme un renard, ce que Charles VII n'avait pas dit du Dunois, mais peut-être, Non. et pour cause. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas. On ne sait pas. Alors, il y a une anecdote célèbre à propos de ce duc de Lesdiguières, c'est que le duc de Savoie ne cessait de grignoter des territoires en terre française, et il fait construire une magnifique forteresse qui s'appelle le Fort Barreau, que l'on peut visiter aujourd'hui et qui se trouve à 40 km de Grenoble. Eh bien, Lesdiguières, et en plus, il appelle ce fort le Fort Saint-Barthélemy, délibérément pour aller chatouiller la susceptibilité huguenote de Lesdiguières, qui, pas content du tout, attend que les travaux soient terminés de cette forteresse coûteuse et va s'y installer avant que la garnison elle-même n'y prenne place. Donc, en se mettant au service à la fois d'Henri IV et de Louis XIII, il va acquérir un certain nombre de titres plus prestigieux les uns que les autres. Il est comte du Pont-de-Vel, seigneur de Glésil, mais surtout, ce qui est assez ignoré du grand public, c'est qu'il devient maréchal de France, duc de Lesdiguières naturellement, et dernier connétable du royaume en 1622. Donc, vous voyez, on a souvent évoqué ici le Montmorency, grand connétable, mais Lesdiguières, ce dauphinois, a été le dernier grand connétable de France. Si vous nous en parlez, c'est parce qu'il y a donc jusqu'au 16 juillet prochain, au musée dauphinois, donc à Grenoble même, une exposition qui s'appelle Lesdiguières, Prince oublié. Plus tellement oublié, grâce à vous. Alors, Prince oublié à Grenoble, et puis aller aussi à Visy, où on peut voir la splendeur des Lesdiguières. Visy, nous en avons parlé également, car c'est une ancienne résidence présidentielle. Eh bien, en réalité, à l'origine, c'était une forteresse médiévale, reprise, achetée et embellie par le duc de Lesdiguières. Donc, en effet, on peut y assister à cette exposition. Il y a des objets, des toiles, des objets militaires religieux, des objets personnels de Lesdiguières. Il a véritablement transformé Grenoble. La ville de Grenoble lui doit beaucoup. Elle lui doit ses fortifications. Elle lui doit un magnifique pont, le pont de Claix, qui a été une des 7 merveilles du Dauphiné. Oui. Alors, les Dauphinois, bien sûr, sont émus aux larmes en m'entendant parler du pont de Claix. Certains de nos auditeurs très fidèles vont vous savoir gré de parler de pont de Claix. C'est tout à fait à eux que je pensais en parlant de ce pont de Claix. En tout cas, que vous alliez faire du ski, que vous passiez par l'Isère et par le Dauphiné sur la route pour la Provence, eh bien, sachez que cette année, Lesdiguières vous offre toutes sortes à la fois de spectacles, de concerts et d'expositions qui valent le détour.
Merci beaucoup Clémentine de nous avoir parlé d'un grand seigneur protestant et qui plus est du Dauphiné. Il a fallu vraiment là que vous preniez sur vous. Bravo, merci beaucoup. Comme vous me connaissez bien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.